Quelle était votre situation familiale? Vous aviez des frères, des sœurs? J'avais un frère et une sœur. De votre âge à peu près? Ma sœur, un an à peu près de plus que moi, et mon frère, à peu près 2 ans de moins que moi. Les Allemands ils étaient présents à Saint-Jean-le-Vieux Oui, physiquement? ils logeaient dans le château Vincent à Saint-Jean. D'accord. Ils patrouillaient sur Varay? Oui. Quelles étaient vos occupations quand la guerre est arrivée? Travaux des champs? Oui, Uniquement travaux chez des mon champs? père, travaux des champs, et après, une mariée habitait ici, toujours... Marié très rapidement, à 20 ans? Non, quel âge 24. Hein? 24 ans. Par là, oui. D'accord. Et donc vous avez vécu la guerre entre 20 et 25 ans, vos plus belles années, on peut dire. En somme. Voilà. Alors avec le couvre-feu, interdiction de sortir, à partir de, je ne me rappelle plus quelle heure, fallait qu'il n'y ait personne dans les rues, et puis restriction de tout, quoi. De vêtements, de tout ce qu'on peut imaginer, il y avait oui, de temps en temps, on les voyait passer, oui. Mais ils étaient discrets, ils n'étaient pas... Ou s'ils rentraient quelquefois dans les maisons pour voir s'il n'y avait pas terroristes. Comment... Ils demandaient les papiers. Ah ben autrement, quand on descendait de Varay à Saint-Jean, pas pire, ils demandaient les papiers. On avait les cartes d'identité, c'est de ce temps-là que les cartes d'identité ont été obligatoires, puis ont été faites. Mais de la résistance dans la région, ça a commencé quand? Vous n'aviez pas connaissance des mouvements de résistance de la région ou vous en aviez vaguement connaissance? On avait, comme vous dites, peut-être vaguement, mais vous savez, en ce temps-là, taisez-vous, méfiez-vous, les oreilles ennemies vous écoutent. Attention. Le régime de Vichy, vous en entendiez parler, vous écoutiez la radio? C'était un peu sous cloche tout. Hein. D'accord. Je suppose que c'était la même chose pour l'appel du 18 juin du général de Gaulle. Vous en avez entendu parler? Oh ben, quand même, oui. Oui, parce que c'était quand même fort. Vous aviez l'impression de vivre à peu près comme avant? Oh ben non, quand même pas. Non, il y avait restrictions sur tout, sur la nourriture, sur l'habillement, sur tout ce qu'on peut imaginer. C'était avec des tickets. Il n'y avait rien, les tickets qui étaient délivrés par la mairie. Autrement... Ça, c'était les principales difficultés de la vie quotidienne. Oui. Est-ce qu'il y a eu sur la commune des réquisitions pour la main-d'œuvre, le service du travail obligatoire en Allemagne ou des choses comme ça? Vous en avez entendu parler? Je me souviens pas. Le STO, tu te souviens quand même? Par exemple, le maire Billet a envoyé son fils tout de suite au STO. D'accord. C'est peut-être pour ça que Saint-Jean n'a pas été trop massacré. Comment est-ce qu'on peut appeler ça? C'était plus qu'un accident, c'était un fait de guerre. L'avion. L'avion. Alors, oui, il a été abattu. Alors, quelle heure était-il et qu'est-ce que vous faisiez à ce moment-là? Au moment de l'accident? Au moment de l'accident. C'était la nuit. Et je me souviens, bon, on était couchés. Mais mon père et mon frère avaient entendu cet avion. Mais mon père, qui avait fait la guerre de 14, un avion qui tournait à basse altitude. Et mon père dit, cet avion, il a été touché. Il ne va pas voler encore longtemps. Il avait été attrapé par la DCA qui était à Serrambert. D'accord. Il était, comme on dit, il avait du plomb dans l'aile. Alors il tournait, et puis finalement, on a entendu un bruit énorme, et il est tombé derrière la maison, là, la maison Rivière, là. Il est tombé dans le pré, un petit peu à droite de la maison. Dans la maison à Alice, le côté qui est du côté du monument. La radio, il y
vieux poste à Varennes, mais je n'ai pas souvenance de... C'était au milieu de la nuit, mais quand... Alors là, je ne pourrais pas dire, mais c'était la nuit, oui. C'était la nuit. Mon père et mon frère se sont levés. Enfin, je ne sais pas si c'était... Il y a longtemps qu'ils ont... Enfin, longtemps. Quelque temps qu'ils entendaient cet avion qui tournait, puis qui volait bas. Alors, c'était visible que cet avion avait été touché, où est-ce qu'il allait atterrir, qu'est-ce qui allait se passer. Alors, on était là, on attendait, qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y a rien à faire, il n'y a qu'à attendre. Et puis, donc, on a entendu un grand bruit. C'est donc quand l'avion est tombé sur le derrière de la maison, là, en face. Là. Alors... des flammes, des flammes. Oui. Et puis alors des débris, mais oh là là. Un machin de main comme ça, des doigts là. Le chemin, la route là, était jonché de petits débris humains, des aviateurs qui étaient dans l'avion, mais qui étaient tués. Les deux sont morts. Il y en avait, je ne me rappelle pas, un ou deux, je ne sais pas, qui avaient été tués, qui étaient tués. Alors c'est ceux-là qui étaient tout en petits morceaux. D'accord. Et puis, des voisins à Varennes, je ne sais pas. D'ici, les gens sont sortis, mais mon père et mon frère sont arrivés les premiers sur les lieux parce qu'eux, ils n'étaient pas dans leur lit. Cet avion qui tournait, mon père disait, il est touché, il va tomber, mais où est-ce qu'il va tomber? Alors ils étaient dehors dans le pré. Quand ils ont entendu ce bruit énorme, de chez nous, de la maison chez nous, là, ils ont monté par le pré, ils sont descendus la tournelle, vous connaissez la tournelle là? Ils sont arrivés là-haut et ils sont descendus là, en face de cet avion qui était... Il y avait encore pratiquement personne du battoir qui était là, parce que les gens, ils sont arrivés après, mais eux, ils étaient debout, qui regardaient l'avion où il allait tomber. Les pilotes étaient morts tous les deux? Non, il y avait un survivant? Il y en avait un ou deux morts dedans, je ne me souviens pas. Et puis les autres ont été... Parce que quand il est tombé, la population, tout le monde est venu voir. Et donc il y avait le maquis qui a emmené les rescapés de l'avion, là, les pilotes. Le maquis est arrivé le premier sur les lieux avant les Allemands, donc. Ah oui. Mais pourtant, les Allemands, ils étaient à Saint-Jean. Ils les ont emmenés chez Forêt, à côté du bistrot de Manu. Il y avait un cordonnier, la Forêt, en attendant que le maquis les prenne en charge et puis les emmène, je ne me rappelle plus où. Ils étaient cachés au nez et à la barbe des Allemands, si les Allemands étaient présents sur Saint-Jean. Les Allemands étaient à Saint-Jean, bien sûr. Donc le maquis a été prévenu et ils les ont mis en sécurité. Oui. Ils les ont vus, ils ont vu l'avion tomber. Oui, d'accord. Ils étaient préparés. Oui. L'avion avait une mission de parachutage dans la région de Boyeux. Saint-Rambert par le Saint-Rambert? Non, il a été touché à Saint-Rambert et il allait à Boyeux. Donc il a été touché avant d'avoir accompli son parachutage, avant d'avoir fait son parachutage. C'est pour ça que ça a tellement explosé, parce que toutes les munitions, tout ça, ça a tout explosé. Voilà, ça faisait du bruit. Hein. Et vous, sur le coup, qu'est-ce que vous avez ressenti? On est venu voir, les gens sont venus, les gens d'ici, parce que moi j'habitais à Varennes. Je me rappelle toujours cette fille qui était de notre âge, qui regardait, alors ça brûlait l'avion qui était tombé, ça avait mis le feu à la maison, derrière, dans les granges, par là, tout ça.
Je me rappelle cette fille qui regardait ça, puis on était à côté d'elle, on était avec elle, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Rien, hein. Enfin, cette fille, c'était notre copine, avec ses grands yeux bleus ouverts. Elle regardait ça, puis elle disait « Chez nous qui brûle ». Oh, c'était pas rien, hein. Mais enfin, il n'y a pas eu de mort, là, hein. Il n'y a pas eu de mort. Les femmes, ben, elle avait sa mère et sa tante, et donc ils sont sortis de la maison. L'avion est tombé sur l'arrière de la maison, mais la maison d'habitation par elle-même, où ces femmes vivaient, n'avait pas été... Les moteurs étaient sous l'écurie. Le moteur était enterré. Elle, ça les a fait tomber dans l'île. Vous n'aviez pas eu d'autres faits de guerre sur la commune? Un jeune de Dalivoire qui était venu à Saint-Jean voir comme il y avait les Allemands, il était venu, c'était devant, ça s'est passé devant le café Bouillot à ce moment-là. Il voit les Allemands, alors pour faire son mec, son Jules, de celui qui n'avait pas peur, il leur a craché aux pieds. Alors évidemment, il a été emmené tout de suite, on ne l'a jamais revu. Arrive le débarquement en Normandie. Mm. Est-ce que vous en avez entendu parler? Et est-ce que l'atmosphère a changé? Et je vous vois Alors, sourire. le débarquement en Normandie, une fois que ça a été vraiment sûr, la guerre était finie, les Allemands partis. Le pays n'a pas brûlé, comme partout ailleurs. Comme en Normandie, par exemple. Ouais. Même Pondin, Cerdon, tout ça, ça a tout brûlé. Sur Saint-Jean-le-Vieux, on a vu les Allemands se retirer. Oui, mais je ne me souviens pas. Ben, non, qu'est-ce qui aurait pu changer? Les Allemands étaient toujours présents. Est-ce qu'on les sentait plus arrogants, plus agressifs? Oh, ben, ceux qui étaient à Saint-Jean, qui logeaient dans la maison Vincent, on les appelait des vieux. C'était pas... Ils étaient une trentaine d'années. Hein? Ils avaient une trentaine d'années. Et ils ont été remplacés par des jeunes très agressifs. Hein. Ben, Ah oui, alors les vieux, il y en a qui ont été rossés quand même. Pas assez, mais quand même. Est-ce que vous avez perdu des amis durant cette guerre? Des camarades? Non. Des relations? Non. Vous avez perdu. Et donc, tout se termine bien pour vous en 1945. Un mariage. Voilà. Et la paix qui revient. Et oui. Surtout, alors ça, c'était quelque chose, hein. De pouvoir vivre normalement, de pouvoir parler, de pouvoir... Avant, il fallait pas parler, il fallait pas... Je sais pas, on vivait en vase clos et on était obligé de descendre à Saint-Jean pour les provisions, pour tout, quoi. Puis c'était restriction, il y avait des tickets pour tout, on pouvait rien acheter, on avait des sabots. Encore qu'il fallait aller... Où est-ce qu'on allait chercher les sabots? À Prière par là, parce qu'il y avait un sabotier qui faisait des sabots à Prière. Alors on allait avec des vieux vélos cagneux qui... Et dans les commerces où vous alliez vous approvisionner, avec les tickets. Avec les tickets, les discussions, ça se limitait à la pluie et au beau temps. Oui, oulala, fallait faire gaffe, oui. Mon père, il dit, j'en ai passé des nuits blanches. Parce que si jamais ça s'était su, ben, tout le pays brûlait. Hein. Et il est resté discret tout le long de la guerre. Oula! Vous avez su après coup. C'est sûr qu'on était resté discret. Personne n'y savait. Ça se serait su. Mon père disait, après toutes les nuits blanches que je passais, en me demandant si ça allait se savoir, alors ils auraient mis le feu au pays. En vivant dans la maison, vous n'avez jamais rien soupçonné. Vous n'avez rien soupçonné. Oh ben, si, on le savait, mais parce que mon père, c'était quelqu'un, hein. Attention, il n'est... Et les maquis venaient s'approvisionner ou c'est lui qui approvisionnait les maquis? Vous n'avez jamais vu de mouvement inhabituel à la maison? Ça se passait très discrètement. C'était pas dans la maison d'habitation. À côté. D'accord.
Oh, Est-ce ben, qu'il mon a été frère, plus ou moins impliqué dans ces actions de résistance? non, il était plus jeune que moi. Et puis, à ce temps-là, il fallait faire attention à soi. Bouche cousue, il fallait pas faire de vagues, il fallait pas... Oui. Oula, Se fondre on a dans- vécu dans la terreur. Mais enfin, Les derniers moments, il avait une musette toute prête. Et au cas où les Allemands arrivent par la porte, lui il sortait de l'autre côté, il montait à la tournelle et il partait dans les bois. Tous les jeunes avaient pour consigne de faire ça. Et alors, si on revient sur ces 5 années, quelle a été la période la plus pénible? Le début de la guerre, les privations au milieu de la guerre, la fin? c'était la période au milieu, si vous voulez, où il y avait, comme vous dites, les restrictions, il n'y avait que les tickets, on ne pouvait pas acheter rien. C'était... Et puis il fallait faire... Et il y avait, dans ce temps-là, pour survivre, les gens, ils ont beaucoup d'imagination. Puis dans ces cas-là, dans ces cas de guerre-là, rappelez-vous que tout le monde faisait ce qu'il pouvait. Et puis au milieu de la guerre, on n'en voyait pas la fin. On ne savait pas comment ça se Absolument terminerait, pas. comment Ouais, ça se terminerait. ouais. Voilà. Et donc, quand vous repensez à cette période, ça reste une période agréable de votre vie parce que vous aviez 20 ans, ou ça reste une période pénible? J'avais 20 ans, c'est un fait. Mais restriction de tout. Il y avait des tickets pour tout, même pour acheter des sabots. Il n'y avait pas, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Il faut bien se dire, il n'y avait absolument rien, puisque les Allemands prenaient tout. Alors, les gens, en ce temps-là, ils avaient beaucoup d'imagination, ils sont arrivés à survivre, et du reste, les Allemands l'ont dit, après, ils ont été étonnés de l'ingéniosité des Français pour survivre et faire des choses avec rien. Vous étiez en pleine campagne, il y avait de la volaille, les gens élevaient le cochon, il y avait des bouteilles cachées derrière les fagots. Est-ce qu'il y avait un système d'échange entre les différentes fermes, entre les gens ici pour pouvoir s'alimenter, ou même l'alimentation était un gros problème? Parce qu'en ville, ça a été un très gros problème. Ah ben, en ville, oui, d'accord. Mais moins dans les campagnes quand même. À moins dans les campagnes, parce que les gens pouvaient faire quand même leurs légumes, oui, c'était différent, c'est sûr. Les gens arrivaient de la ville sur des vieux vélos cagneux et ils apportaient ce qu'ils avaient eux, ce qu'ils avaient avec leur ticket. Par exemple, un pantalon, une veste, un machin. Alors ils amenaient ça chez les cultivateurs contre des pommes de terre, contre des... on appelait ça la monnaie mâchoire. Ah ça, j'avais jamais entendu. Ah, ben, vous voyez, vous en Ici, aurez. ça s'appelait comme ça. Oui, c'était la monnaie mâchoire. Je me rappelle de cet Allemand qui avait dit, il avait montré comme ça. Et puis après, avec ma soeur, on se disait, mais d'où est-ce qu'il sort? C'est pas possible, on ne pourra pas vivre 5 ans avec des pareilles restrictions, c'est pas possible. Ça va bien finir avant. Ça a bien duré 5 ans. Et alors, est-ce que vous aviez de l'information sur les grands événements qui se passaient en Europe, en Atlantique, Eh bien, dans chez le nous, Pacifique, on avait un poste de radio. Et puis encore, il fallait faire attention. Il fallait faire attention parce que les Allemands, ils étaient chez Vincent à Saint-Jean. Alors il ne fallait pas, pour écouter les informations, par exemple, les Anglais, Londres, voilà. Ben alors, il fallait faire gaffe parce que... Ils avaient les Et puis moyens. alors les gens se méfiaient, c'était bizarre, tout le monde se méfiait de tout le monde. Puis il fallait, parce que vous pouvez faire presque confiance à personne. On a vécu les années de 20 ans, n'ont pas été toutes roses. On va fêter le 70e anniversaire de la Libération. Oui. Comment est-ce que vous ressentez l'événement?
Est-ce que La il y a de la libération. nostalgie, il y a La de la libération, tristesse? c'était une joie collective que rien ne peut être plus haut, plus beau que ça. Voilà tout ce que je peux dire. Même dans les petits villages. Oh, partout, hein. Mais une joie, on a vécu en vase clos, bouche cousue, rien, il fallait pas... Et puis d'un seul coup, ça y est, c'est la... C'est la libération. C'est la libération, on peut parler, on peut rire, on peut aller et venir. Tout le monde était au clocher. Ah ouais, oui, oui, oui. Les cloches de tous les villages, dans les clochers, tout le monde, et moi-même, avec ma soeur, on est monté au clocher la seule et unique fois, évidemment, au clocher où on sonnait, hein, pour tirer les cordes, pour sonner, pour sonner, pour sonner. Il faut croire que c'est solide, des cloches et puis des cordes. Il faut croire que c'est solide, parce que... Ça a sonné. Ouh là là. Le curé qui venait. Oh mais je ne peux pas y décrire. Cette joie collective de la libération, c'est quelque chose qu'on ne peut pas exprimer si on n'y a pas vécu. Pourtant, il n'y a pas eu de gros trucs là au pays, il n'y a pas eu de fusillés, il n'y a pas eu de déportés, il n'y a pas eu... Il y a eu des prisonniers. Puis les gens étaient heureux parce qu'enfin, les restrictions, ça s'atténuait. Alors les gens... et puis on pouvait parler, quand on avait 20 ans, pour parler de rien et tout, on parlait, on riait. Tandis que pendant tout ce temps-là, on a vécu en vase clos. Alors c'était... Il pouvait y avoir n'importe quoi. On était là, on vivait, on pouvait parler, on pouvait aller et venir. Ça ne peut pas se décrire. Mais enfin, quand même, quand on a 20 ans et puis qu'on vit dans ce... Atmosphère. Ouais. Ils avaient eu rien du tout. Oui. Donc peu, c'était déjà beaucoup pour Oh eux. là là, c'est sûr, oui, c'est sûr. Et il en fallait peu pour faire plaisir, disons.